Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de la profession infirmière by La Source. Je m'appelle Anouk, je suis en 2e année de bachelor à La Source et grâce à ce podcast, j'espère vous donner envie de devenir infirmière ou vous donner le maximum d'outils pour votre avenir professionnel. Répondre à toutes ces questions qu'on se pose à travers le partage d'expériences de nos pairs déjà en activité ou des différentes professions qui gravitent dans le domaine des soins. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Déborah. Ancienne étudiante à La Source, elle est aujourd'hui infirmière spécialisée et clinicienne dans le service de soins palliatifs de l'hôpital d'Orbe au sein des EHNV et elle nous explique son parcours. Salut Déborah, merci d'être là. Bonjour Anouk, merci à toi. Comment tu vas ? Je vais bien, merci, et toi ? Bien, merci. Alors on va commencer tout de suite avec la question générale. Donc, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé et fini ta formation initiale en soins infirmiers ? Alors moi je l'ai commencé en 2011, ici à la Haute École La Source, et je l'ai terminé en 2014. Donc pile 10 ans aujourd'hui. Et puis comment tu as vécu tes études à La Source ? Est-ce que tu t'es sentie soutenue, accompagnée, préparée au terrain ? Alors pour moi c'était une des meilleures périodes de ma vie, d'être étudiante en soins infirmiers et puis à La Source. Déjà le rythme étudiante est quand même assez agréable. Et puis ici à La Source, disons qu'on avait effectivement toujours ce sentiment de soutien, d'être accompagné, la proximité avec les professeurs, les étudiants. On n'avait pas la chance encore d'avoir le bâtiment de Beaulieu, mais on était tous à Avinet. Et c'était peut-être plus petit, mais du coup on était vraiment proches. Je dirais, après, je ne me rends pas compte ici à Beaulieu, mais disons que c'était vraiment un environnement où proche et du coup où on sent le soutien. Ouais. Et du coup, tu te sentais bien préparée quand tu as commencé à travailler sur le terrain après tes études ? Tu te sentais prête à le faire ? Alors, personnellement, oui, parce que à La Source, ma dernière année, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'écoute. Moi, j'ai pu faire mes 2 derniers stages dans le contexte où je voulais aller travailler à la fin de mes études. Donc, comme mes 2 stages, j'avais pu les faire dans ce même contexte, quand j'ai fini mes études et que j'ai postulé et que j'ai été prise, et là, je me suis sentie vraiment bien préparée et avoir eu les armes nécessaires. Après, bien évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas encore vues à l'école, étudier mais pas pratiquer, ce qui est normal. Et puis là, faut s'appuyer sur les professionnels qu'il y a sur le terrain. Et reconnaître ses limites et puis pas se lancer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Toujours reconnaître ses limites, c'est aussi une compétence et puis demander de l'aide. Et puis en parlant de ce contexte, donc toi tu es dans les soins palliatifs. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les soins palliatifs ? Alors les soins palliatifs, c'est une spécialité qui accueille, en l'occurrence moi je suis soins palliatifs adultes, donc les adultes qui sont atteints d'une maladie grave, évolutive, potentiellement ou à terme mortelle. Et puis on est là pour soutenir dans la gestion des symptômes que la maladie peut engendrer, aussi les traitements, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie aujourd'hui. On est là pour soutenir les proches, parce que ça a beaucoup de conséquences sur les familles. Et puis, on accompagne dans ce parcours de vie, si possible suffisamment précocement, parce que les soins palliatifs, ce n'est pas la fin de vie imminente. C'est vraiment dès que la maladie est diagnostiquée, et puis on s'assemble avec les soins curatifs également. Et puis effectivement, on accompagne sur plusieurs semaines, mois ou années. Et effectivement, à terme, une de nos missions, c'est l'accompagnement aussi en fin de vie, permettre à la personne qu'elle puisse s'en aller confortablement, et puis ses proches aussi qui puissent accompagner leurs proches aussi de la manière la plus sereine. Et pourquoi tu as choisi les soins palliatifs ? Du coup, tu l'as choisi précocement déjà dans tes études, mais pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que, avant de faire infirmière, moi j'ai fait l'ASCC, donc aussi 3 ans d'apprentissage d'ASCC, et puis mon dernier stage d'ASCC, je l'ai fait à la Fondation Rive-Neuve, des soins palliatifs,
également. Et à l'époque, on ne choisissait pas nos stages, donc j'ai débarqué sur cette place de stage sans vraiment connaître. Et c'est des stages assez longs, de 4 ou 5 mois, si je me souviens bien. Et en fait, c'est le stage qui m'a le plus appris, pas seulement dans la technique, mais surtout dans le relationnel, la communication. Et puis là, je me suis vraiment retrouvée en tant que soignante. Et ça m'a touchée, ça a toujours fait sens. Et quand j'ai souhaité continuer infirmière, c'était une évidence que j'allais postuler en soins palliatifs et que je voulais être infirmière en soins palliatifs. Donc tu le savais déjà même avant de commencer tes études d'infirmière. Ouais. Et du coup, ensuite, comment tu as fait pour te spécialiser dans les soins palliatifs ? Alors la chance, c'est qu'en travaillant dans une unité de soins palliatifs spécialisée, il y a des critères qui sont cantonaux et où 50% de l'équipe infirmière doit être spécialisée en soins palliatifs. Donc c'est une volonté. Et puis au bout de 2 ans de poste à l'unité, on m'a proposé de faire le CAS en soins palliatifs. Et évidemment, c'était une grande motivation et puis j'ai accepté. Donc voilà, j'ai pu faire le CAS. Et ce CAS, il se fait où et sur combien de temps ? Alors le CAS, il se fait à la HEARC à Neuchâtel et puis ils sont associés avec le CHUV et il se fait sur 9 mois. Donc ça, c'est plutôt court. C'est 2 modules, c'est intéressant. Et puis ça permet c'est des postgrades où on peut travailler en simultané, pas besoin d'adapter son pourcentage. C'est en cours d'emploi. C'est ça, ouais. Ok. Et puis du coup, une journée type d'une infirmière en soins palliatifs, c'est quoi ? Les transmissions, le passage de responsabilité avec l'IPAS. Et puis ensuite, à 7h, on se regroupe toute l'équipe de jour. Parfois, il y a la physiothérapeute aussi qui vient, parfois la diététicienne. Donc ça, c'est une volonté qu'on souhaite que l'équipe interprofessionnelle se joigne à nous pour un moment de colloque qui peut durer en tout cas 45 minutes et où on reprend les dossiers des patients un à un. On rediscute de leur situation, on fait une analyse, on prend pas du recul, mais enfin, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui ? Vraiment, on discute les situations. Et puis ensuite, on part dans les soins, on distribue la médication, on évalue d'emblée les symptômes au réveil. Distribution aussi des petits déjeuners, selon s'ils souhaitent manger. On respecte aussi ceux qui souhaitent dormir plus longtemps. On accompagne pour les soins d'hygiène. Et puis l'après-midi, on est plus dans des soins relationnels et aussi avec les familles où là on organise des entretiens pour faire des points de situation, pour qu'ils se sentent intégrés, alignés à la prise en charge, aux objectifs, quelles sont les attentes et à quelles conditions on doit répondre pour qu'ils puissent aboutir à leur projet de vie, en fait, le patient et ses proches. Et puis la journée avance comme ça, au fur et à mesure aussi qu'il y a des entrées, les autres intervenants qui passent, comme le musicothérapeute, il y a les clowns aussi. Donc voilà, on essaye un peu tous de se coordonner. Mais de manière générale, c'est un peu une journée type comme ça. C'est vraiment le soin centré complètement sur le patient, dans sa globalité et sur ses proches. Quelque chose qu'on peut des fois perdre dans d'autres services par la routine et le fait que ça doit aller très vite, le patient doit pouvoir sortir rapidement, etc. Vous êtes vraiment plutôt dans l'accompagnement, dans la globalité générale du patient. Voilà, tu as tout à fait raison. Et effectivement, alors on peut être aussi pressé parfois par des moments où il faut sortir de l'hôpital. Hein, on ne peut pas vivre dans l'unité de soins palliatifs, mais effectivement, on est centré vraiment patient. Qu'est-ce qui est important pour lui ? Et d'ailleurs, tous les matins, on lui pose la question, et tous les après-midi également, quand il y a le changement d'équipe, parce qu'à 13h, il y a le changement d'équipe, on demande
qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous de prioritaire sur cette matinée ou sur mon horaire d'après-midi jusqu'à 22h? Et là, on laisse vraiment le patient répondre. Et ça peut être me laisser avec mes proches ou bien je me ferais bien un bain thérapeutique, j'irais bien me balader. J'ai pas compris mes derniers résultats de scanner. Pour moi, c'est important aujourd'hui qu'on puisse en rediscuter. Voilà, vraiment, on lui laisse... effectivement, on est beaucoup centré sur ses besoins. Et puis, après, du coup, avoir fait ta spécialisation en soins palliatifs, tu as fait un DAS. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, après le CAS en soins palliatifs, effectivement, j'ai fait le DAS de spécialiste en soins palliatifs, qui était une suite au CAS, donc, qui dure par contre 2 ans, donc il est un peu plus long. Maintenant peut-être ils l'ont un peu raccourci, et qui m'a permis d'avoir un poste de clinicienne en soins palliatifs ensuite, là où je travaille, et d'acquérir d'autres compétences un peu plus cliniques, notamment dans la recherche, dans monter des projets en soins palliatifs pour garantir la qualité des soins. Et puis aussi approfondir un peu plus les questions, enfin un peu plus, même beaucoup plus, éthiques, de complexité qu'on peut rencontrer en soins palliatifs, notamment avec la population migrante, LGBT également. Ça a été un des gros chapitres qu'on a abordés aussi. Et voilà. Mais du coup, le DAS n'est pas obligatoire. Tu peux faire que le CAS et être infirmière spécialisée en soins palliatifs. Oui. Et le DAS, c'est un plus. Le DAS, c'était un plus, ouais. Et puis, c'est toi qui le voulais, ce DAS? C'est l'entreprise qui t'a permis de le faire? Comment ça s'est passé? Alors, pour moi, j'avais l'envie de me perfectionner encore plus. Et puis, au départ, je souhaitais faire le master. Et ça, l'entreprise ne rentrait pas en matière. Après, ce n'était pas grave parce qu'on peut se former en master sans être financé par une entreprise. Ça demande d'autres organisations. Et ils m'ont tout de même parlé du DAS et puis qui recherchait effectivement potentiellement, qui pourrait ouvrir un poste de DAS parce que je ne suis pas seule, il y avait déjà une collègue, donc un poste supplémentaire. Et puis à ce moment-là, ça a été une opportunité. Ouais. Et du coup, ta casquette de clinicienne, comment elle intervient au quotidien dans l'équipe ou à l'extérieur? Alors, c'est un petit pourcentage. On a un 20% qu'on se partage. Du coup, ça nous fait à peu près 10% chacune. Moi, au quotidien, elle intervient, puis ça, c'est important, c'est vraiment au quotidien sur le terrain. Je suis clinicienne, là, j'ai un taux de travail à 90%. Donc, le 80% de mon temps, je suis sur le terrain avec mes collègues au chevet des patients. Et puis, à ce moment-là, effectivement, j'ai toujours un peu mes alertes cliniques pour faire en sorte que les protocoles suivent, que la rigueur est respectée. Et puis d'être disponible si elles ont des questions, si elles ont besoin qu'on recherche quelque chose ensemble. Une personne ressource. Voilà, c'est ça. C'est plus une personne ressource, en tout cas pour soutenir ou aiguiller. Et les autres, les 10%, là, c'est un peu plus hors soins, où on va retravailler les protocoles, s'il y en a qui doivent être mis à jour. Généralement, c'est tous les 2 ans, donc ça demande quand même une veille assez continue. Travailler de nouveaux protocoles s'il y a besoin, coacher les nouveaux collaborateurs. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir encore, pendant un certain temps, pu avoir un 20% où j'ai pu aller coacher les collègues, mais dans des autres services pour développer les compétences en soins palliatifs. Donc ça, c'est un projet qui a un début et une fin. Mais dans l'unité de soins palliatifs, par contre, être clinicienne, c'est au quotidien. Et puis, c'est à disséminer comme ça dans mon temps de travail, quand je suis sur le terrain, auprès de mes collègues et auprès des patients aussi. 1 heure par là, 1 heure par là. C'est ça, voilà, vraiment à la demande, au besoin, en fonction... Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Et moi, en tout cas, ça me convient. Il y en a peut-être dans d'autres unités qui font du 60% infirmière terrain, on va dire, 40% clinicienne. Et ce 40% hors soins,
Et moi, je trouve que ce rôle-là, moi, il prend vraiment son sens sur le terrain. Et puis parce que peut-être, je suis une infirmière vraiment de terrain, et moi, ce qui me plaît, c'est être proche des patients et puis de travailler avec mes collègues directement. Donc voilà, souvent les questions, elles viennent du terrain, et les solutions ou les réponses aussi. Donc autant être présent. Et puis cette espèce de parrainage que tu fais dans les autres services, quand tu te déplaces, c'est sous quelle forme? Tu te déplaces dans les services et qu'est-ce que tu fais? Alors oui, je me déplace dans les services. J'intègre vraiment la vie de l'unité. J'arrive au moment du rapport pour connaître les patients et puis la charge de travail et puis les situations de soins. Et puis je me rends disponible auprès des équipes pour déjà identifier les situations qui potentiellement ont des besoins en soins palliatifs. Quel type de soins palliatifs aujourd'hui, parce qu'on parle de soins palliatifs généraux et spécialisés. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la situation du patient, notamment dans l'évaluation des symptômes, d'aller rechercher qu'est-ce qui est important pour lui, où il en est dans la maladie, qu'est-ce qu'il a envie de savoir ou pas. Donc, d'aborder ces différents aspects avec lui, puis parfois les proches. Et vraiment, ce qui est important dans ce coaching que tu dis, ce parrainage, c'est qu'on a eu une volonté d'être présent sur le terrain, que moi je sois présente, et de ne pas attendre que les équipes nous appellent. Parce qu'on pense que le besoin, c'est aussi à nous, les spécialistes, d'aller le chercher auprès des équipes de première ligne, des généralistes, disons, voilà, de vraiment se montrer, être disponible, puis de dire parfois, là, tu vois, la situation que tu rencontres, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, en tout cas, si je peux, on fait ensemble et j'aimerais te montrer de telle manière de faire. Et puis vraiment d'aller développer les compétences en direct sur le terrain et pas d'attendre qu'on nous appelle pour une formation ou autre. Et puis, est-ce que vous avez aussi un impact du coup sur les médecins? Parce que j'imagine que vous avez des médecins spécialisés en soins palliatifs qui sont formés pour ça, mais dans les autres services, c'est pas forcément le cas. Donc, est-ce que vous avez aussi ce rôle conseil auprès des médecins quant à l'ajustement des traitements ou du processus de soins en général? Alors, je dirais à moitié. Bien sûr, de faire ce parrainage, de développer les compétences des infirmières, ma présence aussi, infirmier, hein. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un impact clinique et au niveau médical aussi. Après, il est difficile à mesurer. Mais aujourd'hui, on aimerait qu'il y ait un meilleur impact médical et pour ça, il faudrait effectivement que les médecins entre eux se retrouvent. Donc ça c'est... Par contre là, on a difficilement des leviers. Là, c'est compliqué au niveau infirmier. C'est compliqué au niveau infirmier encore aujourd'hui, ouais. Mais je trouve que les médecins assistants sont à l'écoute tout de même. La plupart aussi des médecins-chefs. Après, ça reste des fois des freins plus organisationnels. La visite médicale, je trouve qu'elle est encore très médicale. À d'autres endroits, c'est plus une visite médico-infirmière, mais à d'autres, elle est très médicale. Ils n'ont pas la disponibilité à ce moment-là, des fois, de discuter ou d'être dans cet échange-là. Il faudrait vraiment qu'il y ait un changement profond rien que dans la culture de la visite médicale. Donc ça peut prendre du temps. Mais je pense que les médecins assistants, en tout cas la génération qui arrive et qui est arrivée, ils sont très à l'écoute et ils ont besoin du soutien des infirmières. Et pas que des spécialistes, mais aussi des spécialistes pour adapter leur prise en charge. Et nous, on se doit de leur donner nos données cliniques pour montrer que ce qu'ils ont mis en place, ça a un effet ou pas. Et de défendre de toute manière le patient. Et puis donc ça a pour but de former les infirmières déjà aux soins palliatifs, d'évaluer de façon précoce le besoin ou non de soins palliatifs généraux ou spécifiques, et aussi de pouvoir faire des prises en charge en dehors des soins palliatifs, mais palliatifs quand même, parce que vous avez très peu de place, sauf erreur. Vous n'en avez sûrement pas assez pour la charge de travail générale qu'on a dans le canton, même s'il y a d'autres centres que vous, hein, bien sûr, mais
il y a beaucoup de soins palliatifs et beaucoup de patients qui nécessitent de ça. Est-ce que pour toi, c'est un bon moyen d'arriver à des soins palliatifs qui sont aussi qualitatifs dans un service plus général que celui des soins palliatifs ? Mais il y a plusieurs choses. C'est dur de répondre à cette question. Mais il y a plusieurs choses. Effectivement, pour couvrir la région, on n'a pas... on a les lits qu'on a. Donc après, est-ce qu'ils sont suffisants ou pas ? Il faudrait voir notre taux d'occupation à l'année. Et puis, ça encore, il y a des creux dans l'année, et puis il y a des mois dans l'année où on a des listes d'attente, et puis on peut pas pousser les murs. Aujourd'hui, les unités de soins palliatifs spécialisés, on accueille, vraiment, si besoin, le 20% des patients qui ont des besoins en soins palliatifs spécialisés, donc des situations qu'on dit complexes, instables. Après, ça reste des notions compliquées, parce que ce qui est complexe, peut-être dans une unité de médecine, dans une prise en charge, n'est pas forcément dans les critères d'une unité de soins palliatifs spécialisés, mais ça l'est quand même dans l'unité de soins où le patient est. Donc ça, des fois, dans la définition du mot complexe, c'est dur des fois de s'entendre en fonction des contextes de soins. Mais voilà, notre mission, elle se concentre beaucoup sur ces 20% de patients, et le 80 autres % de patients qu'on appelle des situations de soins palliatifs généraux, par définition, doivent être pris en charge par des professionnels généralistes avec une formation des connaissances de base en soins palliatifs. Donc, à tout moment, des situations, elles peuvent se stabiliser. Les soins palliatifs généraux, on parle de situations stables, où la gestion des symptômes, elle est optimale, avec des adaptations qui sont faites soit dans une unité de médecine ou de chirurgie, ou bien à l'EMS ou à domicile aussi. Mais elles peuvent être à nouveau instables en fonction de l'évolution de la maladie. Puis à ce moment-là, le patient il pourrait bénéficier, ses proches, d'une unité de soins palliatifs spécialisée. Mais voilà, il y a je ne sais pas si on peut appeler ça une frontière, mais enfin, il y a une distinction à faire. Ouais. Alors, moi, j'ai pleine confiance avec les professionnels généralistes qui sont dans les unités. Après, en y allant là à 20% depuis quelques temps, c'est vrai que je me rends compte qu'effectivement, ce n'est pas si simple, surtout dans des unités où il y a énormément de pathologies et de prises en charge différentes entre les patients, les lits, les chambres, voilà. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de flexibilité. Il y a plein de barrières dans les... Aussi, ouais. La dotation n'est pas la même, les moyens ne sont pas les mêmes, donc c'est vrai que ça amène une difficulté supplémentaire. Oui, ça c'est vrai. Super. Et puis pour être un peu plus généraliste, qu'est-ce que tu préfères toi dans ton métier d'infirmière en soins palliatifs ? Ah ouais. Comment vous avez senti qu'il vous fallait aller consulter, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et comment vous avez reçu l'annonce du diagnostic, comment vous le vivez aujourd'hui. Vraiment, ça c'est ce qui me plaît le plus, d'aller vraiment chercher ce vécu pour pouvoir comprendre là où la personne elle en est, et puis qu'on puisse, en l'occurrence moi, mais enfin l'équipe aussi après, se retrouver sur le même chemin. Parce que si on est trop en retard ou trop en avance, on sera de toute manière en décalage. Donc je pense que c'est la partie que je préfère. Et j'encourage les gens à poser des questions, parce que souvent les patients, ils savent très bien où ils en sont. Il y a toujours beaucoup de tabous à aborder ces sujets, parce qu'ils sont difficiles. Mais souvent, ça ouvre des portes. On s'assoit, on pose la question. Enfin voilà, on échange en fait. Et puis ça permet vraiment de tisser du lien et de l'alliance. Et un partenariat, puis c'est ça qu'on veut. Et à contrario, du coup, c'est quoi les principales difficultés dans ce milieu-là ? Moi, je pense que les difficultés, les principales, c'est toujours la notion de temps. Je trouve la temporalité, souvent tout doit aller vite.
quand je dis vite, c'est pas forcément les soins, mais voilà, il y a beaucoup de choses dans une unité qui gravitent autour du patient. C'est le métier d'infirmière, on est vraiment on touche à tout et il faut se préoccuper de tous les autres professionnels aussi qui gravitent autour du patient. Enfin, je trouve vraiment la notion de temps, tout va vite. Peut-être aussi, par moments, les patients arrivent tardivement à l'hôpital et puis on a aussi peu de temps pour aborder ou offrir cette prise en charge globale. Mais voilà, des fois c'est comme ça et puis sûrement qu'ils ont vécu ce temps ailleurs différemment et puis comme ils le voulaient. Mais enfin, la notion de temporalité dans les soins, elle va de plus en plus vite, je trouve. Moi, j'ai une autre question par rapport à ce qui pourrait être une difficulté, c'est la difficulté du bien-être moral. Enfin, je pense que vous êtes quand même confronté à beaucoup de morts, mais pas seulement. Vous intervenez quand même dans un moment où les patients ils sont dans une détresse, où leurs familles sont dans une détresse ça, y a beaucoup de assez souffrance. importante. Ouais. Comment toi tu fais pour gérer ce côté quand même négatif dans le moment où tu interviens, toi, dans les soins à la personne? Ah, effectivement, il y a beaucoup de souffrance. Il y a des journées où c'est très lourd. Comment pas prendre ça à la maison? Là, je pense que ça se développe. À mon avis, si on pose la question à toutes mes collègues, on a toute une situation en tête où on a trop donné, on a trop pris, et puis où ça nous a demandé trop d'énergie. Puis ma foi, ça apprend à mettre ses limites aussi. Donc ça reste des expériences qui enseignent. Après, de manière plus formelle, on a ce qu'on appelle des supervisions. Donc on est suivi tout de même, effectivement, parce qu'on est considéré comme un service où on est confronté à des choses, du vécu presque violent quand même. Donc on a des suivis. Et puis, de manière plus informelle, on est une équipe, en tout cas... nous, on rigole beaucoup. Et on a beaucoup d'humour décalé entre nous, qui pourrait peut-être parfois être... choqué ou interrogé. C'est ça. Mais voilà, ça reste toujours dans le respect. Mais oui, on arrive à avoir beaucoup d'humour et puis à se déconnecter ensuite sur la fin de la journée. Ça permet de relâcher. Ça permet de relâcher, oui, effectivement. Que vous avez pu emmagasiner toute la journée. C'est bien. Oui, c'est nécessaire, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, mais ça s'apprend. Avec l'expérience. Oui. Et puis moi, j'habite à peu près une demi-heure de route, donc ça me permet aussi, la route, de lâcher prise. Et puis de déconnecter, de laisser ce qu'il y a au travail. Et puis parfois, on ne peut pas tout maîtriser, bien souvent même. Et il faut se dire, c'est comme ça. Et demain, ce sera une autre journée, et puis on verra si on peut faire mieux. Et du coup, comment toi tu vois ton avenir professionnel? Est-ce que tu as encore des envies de formation? Tu parlais qu'au départ tu avais envie d'un master. Est-ce que tu aurais toujours envie de faire un master ou autre chose? Ou est-ce que ta situation te convient très bien, tu t'épanouis complètement et puis ton projet principal c'est de continuer ton cursus dans ce service et de la même manière? Au niveau professionnel, moi j'aimerais bien un peu toucher à autre chose, mais toujours dans le domaine des soins palliatifs. Peut-être développer d'autres compétences. Après, est-ce que je ferais une formation en plus? Pourquoi pas, c'est pas exclu. Mais disons que c'est pas encore dans l'ordre du jour, mais effectivement, ça reste toujours en tête. Peut-être un master. Je trouve qu'il y a vraiment des belles possibilités. Et puis, c'est accessible. Ça demande bien sûr de l'investissement, mais c'est accessible. Mais rien de encore bien concret parce que je suis aussi bien là où je suis, mais je sais pas, possiblement, mais tu sais pas encore exactement sous quelle forme. On verra bien ce que la 2025 offrira ou pas. Des fois faut laisser les opportunités venir et puis ce qui me plairait bien peut-être c'est plus aussi un peu de l'enseignement, mais pour rendre visible les soins palliatifs. Parce que je reste une ambassadrice des soins palliatifs.
Oui, puis je pense que c'est quand même encore un sujet quand même tabou dans la société, même si les langues se délient. Comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup cette connotation de mort. Ah oui. Et ce n'est pas que ça. Et c'est vrai que... C'est un sujet très tabou, effectivement. Hein. Très, très tabou. Et je ne sais plus si c'était un philosophe qui disait ça ou un sociologue, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas de peine à regarder à la télévision des images où on voit des blessés de guerre par terre, défiler, voilà, une image qui tourne comme ça, puis on voit ces blessés de guerre par terre. C'est atroce, c'est violent. Mais voilà, l'humain quand même, aujourd'hui encore, quand on aborde ce qu'il souhaiterait, même s'il est en bonne santé, et si quelque chose de grave t'arrive, qu'est-ce que tu souhaiterais ou tu ne souhaiterais pas, ça reste extrêmement tabou. Alors qu'on peut voir voilà, ces images violentes à la télévision qui sont diffusées. Voilà, au quotidien. Au quotidien. Ça fait quand même un décalage. Quand c'est les autres ou quand c'est soi. C'est sûr. Et du coup, pour terminer, pour toi, quel serait le conseil numéro 1 que tu donnerais à un étudiant ou jeune professionnel aujourd'hui dans le domaine des soins palliatifs ou pas du tout, juste dans le domaine des soins infirmiers? Des soins. D'apprécier cette profession, en tout cas s'il l'a choisie, et puis de garder... Après moi, voilà, 10 ans de métier, ce qui m'aide, je pense beaucoup, c'est vraiment de garder le plaisir de soigner, d'être là. Et puis voilà, je pense que ce serait ça mon conseil, de toujours garder c'est quoi la base, les fondations qui m'ont lancé dans ce métier. Faire du sens en fait, à ce que tu fais au quotidien. Ouais, moi je pense que ce serait le conseil que je donnerais parce que voilà, c'est ce qui m'aide moi. Mais c'est le plus important. Ouais. Super, et merci beaucoup en tout cas pour le partage que tu as fait avec moi aujourd'hui et avec tous ceux qui nous écouteront. Écoute, avec plaisir. Bravo pour ce que tu fais, c'est vraiment chouette. Merci, et puis tout bon pour la continuation de ta vie et de ton avenir professionnel. Merci. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'épisode et à nous partager vos envies pour des épisodes à venir. À bientôt!